De ma part, je voudrais d'abord remercier tous les intervenants. Les temps ont été respectés d'une manière ténentienne, pour ainsi dire. Et nous profitons comme ça d'une petite demi-heure pour notre discussion. Alors, pour revenir à l'exposé de M. Scaramella, les archives Einaudi nous fournissent quelques éléments pour comprendre pourquoi ce livre a eu des difficultés, d'abord déjà en Italie. Le tirage était de 2600 exemplaires. Mais la première année, il y a eu un bon succès, 811 exemplaires vendus. Ceci, bien sûr, on l'apprend à la fin de l'année et le compte-rendu est fait au mois de mai suivant. Mais l'année qui aurait dû être la bonne année, c'est-à-dire une année entière, parce que 57, on n'avait eu que 8 mois, eh bien, 58, il n'y a que 88 exemplaires vendus. Ça signifie en réalité que dans les années qui ont suivi la parution, 59, 21 exemplaires vendus, il y a eu un creux très très fort. Le livre en réalité n'a pas circulé. Et il faut attendre, après 62 par exemple, 54 exemplaires. Il faut attendre le renouveau des études quand l'histoire des idées s'impose en Italie, grâce justement à la traduction du livre que Alberto Tenenti avait suggéré à Einaudi, mais que Einaudi n'a pas fait, c'est-à-dire l'histoire de la folie à l'âge classique, pouvoir remonter les ventes. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir, en effet, de 66, eh bien, il y a le livre devient une espèce de long seller, 104 exemplaires, 113, etc., de sorte que dans les années 70, 75, l'éditeur Einaudi conçoit enfin l'hypothèse de réimprimer. Mais il faut tenir compte qu'au moment de la parution, il y a un long creux de 5 ans où il n'y a que 40, 60 exemplaires qui sont vendus. Et Alberto Tenenti, me semble-t-il, avait à juste titre posé la question à Einaudi en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait au point de vue de la diffusion? Qu'est-ce que vous avez fait au sujet des recensions ?» Alors, Ponchiroli lui envoie la liste des recensions, qui sont nombreuses, mais elles sont toutes à peu près dans des journaux. Et il y a très peu de recensions, sauf celle qui vient d'être évoquée d'Alain Dufour, dans dans la presse scientifique. Du reste, la recension d'Alain Dufour avait paru d'abord dans le journal de Genève. Si on regarde les revues scientifiques, la seule importante qui paraît, même en 57, c'est-à-dire dans le fascicule juillet-décembre 57, en réalité paru en 58, est une très longue recension et très belle de Riccardo Scrivano. Aujourd'hui, c'est un homme un peu oublié, mais qui a travaillé beaucoup dans ce domaine. Dans la Rassegna della Letteratura Italiana, c'est une recension très dense de 10 pages. 10 pages élogieuses, mais qui montre bien que la première réception du livre de Tenenti, j'en ai été moi-même quelqu'un qui a bénéficié, est du côté littéraire en Italie. Surtout du côté littéraire et pas du côté des historiens, qui, au contraire, et là, il faut bien le dire, on l'a plus ou moins évoqué dans nos conversations, mais une fois, il faut le dire avec les mots mêmes des auteurs, ont été, je dirais, d'une certaine manière un peu hostiles et d'autre manière jaloux, il faut le dire, de ce livre merveilleux. Je n'oublierai pas la recension d'Eugenio Garin, qui avait pourtant présenté le volume dans le noticiario, c'est-à-dire la feuille d'annonce des livres. Dans la première, je dirais, version de cette recension paraît le 6 juillet 57, donc 2 mois après l'apparition du livre, dans l'Arena de Verona, donc un journal.
Mais il faut bien dire que le commencement, l'incipit, est d'une dureté de méthode extraordinaire. C'est une dextrutio méthodi impressionante. Or non è molto. Al Congresso internazionale di scienze storiche del 1955, il Cantimori ribadiva una verità sacrosanta, anche se elementare. Puis, guillemets, l'uomo del Rinascimento non c'è mai stato nella storia, mentre sono una realtà storica umanisti e artisti, filosofi et poeti, politici et scienziati. Et puis il suit un éloge assez riche du volume, mais d'éléments individuels. C'est comme si la recension disait bien dans l'érudition, très mal pour la méthode. Et il unissait en plus à cette dextrutio. Nous avons un livre dont le titre est Il senso della morte et la morte nella vita nel Rinascimento, et l'auteur nous dit l'homme de la Renaissance n'a jamais existé. Cantimori disait la rencontre internationale des historiens de l'année passée. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui pèse lourdement sur la réception. Avec une entrée en matière comme celle-là, il n'y a plus eu d'historiens qui sont intervenus pendant un certain nombre d'années. Il faut dire les choses comme elles sont. J'ajouterais que seule la lecture de Riccardo Scrivano a rendu honneur du côté littéraire au volume, parce que si nous prenons la recension qui a eu lieu en effet de Mario Prats, donc quelqu'un qui aurait dû être du côté Tenenti, avec le titre La chiave della storia, 7 mai 1957, dans Il Tempo, il était collaborateur constant. Alors, c'est en effet une très large recension, mais d'abord, il y a une colonne et demie pour le livre de Ernst Werner Klimowski, Geschlecht und Geschichte, paru en Suisse cette année-là, et puis il y a une demi-colonne consacrée à Alberto Tenenti. Une demi-colonne qui touche tout de suite le style, là c'est une reconnaissance parfaite du style, è uno studio cauto e minuto, che aggiunge ulteriori illustrazioni, mais la cauda è plein de venin a quanto già si sapeva. Donc, il y a là, c'est très curieux parce que normalement Mario Prats était un homme d'une grande générosité, mais là il voit quelqu'un qui entre avec beaucoup d'autorité et de finesse dans son territoire et il prend ses dispositions. Alors, il dit voilà, uno studio cauto minuto. Donc je termine, il y a encore des dizaines de citations pour simplement montrer que, comme je le disais, l'histoire et le temps a fait son travail et que nous sommes aujourd'hui dans la possibilité de fêter ces travaux, ce volume, la recherche d'Alberto Tenenti, comment dirais-je, un peu en faisant un travail de justice par rapport à cette première génération qui a été surprise de ce travail, dont j'ai dit que la première lettre est d'un jeune homme de 30 ans, mais quand le livre paraît, Tenenti, le livre de 500 pages, a 33 ans. Et les vénérables maîtres qui étaient convoqués à le juger étaient évidemment dans leur pleine maturité. Vous voyez un volume comme ça se présenter dans l'espace de l'historien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons plus de documents pour mieux juger ce travail admirable. Merci. D'autres questions? Boris, tu peux venir au micro. Mais tu peux venir là au pupitre. Très rapidement, pour animer le débat, qui est déjà bien lancé, une information pour Furlan, une question à Scaramella
et une réaction au débat qui vient de s'esquisser indirectement entre Carlo Orsola et François Dupuy-Grenier. L'information, c'est précisément ce rapport de Tenenti à propos de l'édition même de Cristoforo da Canal. Là, je cite une lettre du 26 novembre 1956. Nous sommes donc très tôt. La thèse sera soutenue seulement en 1962. Il écrit à Madame Brodel, d'ailleurs. Je vous écris de la Marciane, hein, en attendant qu'on m'apporte 2 manuscrits contenant le traité de la Militia d'Amar. Cossi en a trouvé 5 ici et 5 autres au Correr, à part celui que vous avez vu. Il en a vu 3 seulement à la Marciana. Cet après-midi, j'irai au musée Correr voir les autres. Le fait que M. Brodel puisse faire la préface à l'édition de ce traité a été pour beaucoup dans l'enthousiasme avec lequel Bognetti a accepté ce projet de publication. Il y a bien un projet qui est en cours. D'autre part, on peut compter aussi sur l'appareil iconographique. Il reste seulement à trouver celui qui se chargera de tout cela. Personnellement, je ne suis décidé qu'à moitié. Mais à la Fondation de Chini, ce projet est celui qui, jusqu'à maintenant, a eu un accueil plus favorable que n'importe quel autre. Et on voit ici un autre aspect qu'on a vu à propos avec Paola Zambelli et moi-même ces derniers jours, une attitude très prudente de Tenenti de repérer des choses, mais de bien dessiner ce qu'il va faire et ce qu'il ne fera pas. On l'a eu pour la transcription de ce manuscrit Servet qu'il a transcrit depuis les photographies pour Cotte, puis les photographies pour le transcrire en latin, mais qu'il a refusé ensuite de traduire personnellement. Il avait donc une frontière très précise dans l'organisation de son temps. À Scaramulla, je voudrais te poser une question. C'était, finalement, tu as très justement souligné l'importance justement de l'entrée du thème, enfin, c'est exceptionnel, du thème des invariants, qui est apparu justement dans la réflexion historique, et notamment à propos de la mort. Et là, il y a un nom auquel j'ai pensé tout de suite, parce qu'il a eu une grande importance, celui qui a, en France, installé l'anthropologie religieuse, c'est le nom d'Alphonse Dupron. C'est le nom d'Alphonse Dupron qui est nommé à la Sorbonne, je suis parmi ses premiers étudiants en 56-57, donc je l'ai bien connu à l'époque, et c'est d'une certaine façon celui qui va faire basculer un certain nombre de choses dans une direction différente. Et donc, ce qui prouve que finalement, le livre de Tenenti apparaît à un moment où un certain nombre de points de vue commencent à changer, précisément sur ce thème-là. Alors, je voudrais savoir si tu as trouvé chez Tenenti des références à Dupron, ou si c'est une pensée qui lui est restée, j'allais dire, étrangère. Rappelons que Dupron est nommé à la Sorbonne en 1956, il deviendra directeur d'études à l'École des hautes études, et Dupron est une espèce de personnage mythique à cette époque, pour lesquels quelqu'un comme Brodel et d'autres aussi grands personnages du monde universitaire ont une admiration sans borne. Il a été considéré comme le plus brillant étudiant de sa génération, si vous voulez. Et son prestige repose sur le fait aussi, d'ailleurs, pas uniquement sur ce fait-là, que sa thèse sur l'idée de croisade n'est pas publiée. À tel point que lorsqu'il préside l'université de Paris IV, il en fera disparaître l'exemplaire disponible à la bibliothèque pour que personne ne puisse le citer dans sa version d'origine. Et c'est plus tard, presque à la fin de sa vie, qu'il a accepté l'édition par Pierre Nora. Il y a donc une conjoncture qui va évoluer, me semble-t-il, dans d'autres directions. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est la question que je te pose. Et troisième élément, c'était très intéressant, ce que Carlo Orsola vient de dire sur, j'allais dire, le rapport entre littéraire et historien. Alors, il se trouve qu'ils peuvent ne pas réagir de la même façon. De façon très amusante, François Dupuy-Grenier a cité Christian Beck et ce compte-rendu critique de Tenenti à ce sujet, qui prenait ses distances. Alors, il est très, très intéressant de se rappeler, j'ai assisté personnellement à la soutenance de la thèse de Christian Beck, c'était absolument fascinant parce qu'il y avait 4 italianisants, en majorité hostiles et certains très hostiles,
Et Braudel, qui siégeait pour la première fois dans la jury de thèse, n'oubliez pas que les professeurs au Collège de France à l'époque, c'était une conquête récente de pouvoir siéger à un sujet de thèse, Braudel était le seul à le défendre. C'est d'ailleurs pourquoi il l'a publié. Romano était très proche de Beck. Au contraire, Tenenti a pris très justement ses distances comme il l'a fait ailleurs, ce qui prouve aussi que le milieu universitaire qui gravitait autour des annales de la 6e section était loin d'être un milieu univoque. Il y avait tout de même une des très grandes différences de réaction. Et alors, c'est intéressant de voir que dans le cas de Beck, son succès, il a fait une carrière de professeur d'italien, enfin, son succès et sa reconnaissance par les italianisants français est arrivé finalement beaucoup plus tard, après l'expression de très fortes réticences, et je peux dire, il assistait à la soutenance, c'était une des premières soutenances à laquelle il assistait, l'expression d'une très forte hostilité. Oui, pour la question d'Alphonse Dupron, je suis d'accord avec toi, c'est évident, mais par contre, dirais-je qu'il y a vraiment autour de la personnalité de Philippe Ariès qu'il y a un changement sur le regard sur la question de l'histoire de la mort. Avant Philippe Ariès, il y a eu, je pense, les deux personnages qui ont influencé Philippe Ariès sont un personnage qui c'est un historien de l'art, et c'est Panofsky. Le tombe sculpture, je crois c'est du 64. C'est le premier essai, si tu veux, en tentative de faire une longue durée de l'histoire de la mort à travers l'histoire de l'architecture et de la figuration artistique des cercueils. Et de l'autre côté, il y a le problème vraiment très particulier, très puissant pour Ariès, c'est le problème du livre de Geoffrey Gorer. C'est le livre Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain. Là, il y a toujours la thèse, on ne parle plus de la mort aujourd'hui, la mort cachée aujourd'hui. Ariès, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur ça. Et donc, c'est un sujet contemporain. Il part d'une problématique contemporaine. Tenenti, il n'accepte pas ça. Il n'a jamais accepté ça. Et naturellement, c'est un problème de prolifération de recherches autour d'un personnage comme Ariès. Alors, quand Ariès il parle de la préhistoire du sujet de la mort, il parle de Tenenti. Mais Tenenti a toujours dit « Je ne suis pas un historien de la mort, je ne veux pas faire de l'histoire de la mort ». C'est vrai que c'est beaucoup plus lié à l'image d'un personnage comme Alphonse Dupron, parce qu'il reste un historien et lui, il veut rester un historien. À la fin, il faut dire même, si on peut parler des âges d'hommes, non, c'est vraiment évident que quand Tenenti a commencé à travailler au sujet de la mort, il avait 25 années. Il a publié son premier essai à 27 années, les premières œuvres d'ensemble à 28 années, l'essence de la mort à 32 années. Ariès, quand il a publié l'histoire de la mort, il avait 63 années. Et donc c'est un homme qui, vraiment, personnellement, je crois, il avait un problème de rapport avec la mort et de résumé de sa vie. Et lui, Tenenti était un jeune qui avait commencé, et naturellement, on voit tranquillement que s'il y a une dialectique entre il n'est pas une dialectique entre laïque et religieuse, il y a une dialectique entre la mort et la vie. Et c'est ça la dialectique qui c'est l'effet exceptionnel d'un ouvrage pareil. C'est vrai en même temps que les rapports entre les disciplines, il dit toujours qu'il faut passer à une autre conception globale de la discipline historique, mais c'est vrai que dans Tenenti, il n'y a pas une réflexion plus précise
des rapports entre la discipline historique en telle et la discipline anthropologique et le secteur de l'anthropologie. Et c'est vrai aussi qu'il n'accepte pas la position d'Ariès, donc il rentre dans une position, si tu veux, historiographique un peu plus classique. Dans les dernières pages de sa vie, dans les dernières... il n'accepte pas même, je crois, la longue durée au sujet de la mort. Parce qu'il va passer sur un sujet que c'est un sujet philosophique. Et il n'accepte pas des sujets éternels dans le métier d'historien.